Alors merci de votre participation à cet atelier. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est tester en continu vos processus métiers les plus complexes afin d'offrir à vos clients une expérience parfaite. Alors, on va parler qualité logicielle, on va parler expérience client, on va parler système d'information, mais on va essayer de ne pas être trop technique. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme agenda, c'est d'abord de dresser un état des lieux, puis de parler ensuite des problématiques que vous pouvez rencontrer au niveau des relations clients, de l'approche qualité, ou des systèmes d'information en général. Ensuite, nous verrons quelles sont nos recommandations et je vous propose une partie assez importante d'une démonstration technique des solutions qu'on va présenter aujourd'hui qui permet de faire un test de bout en bout, multi-application, pour répliquer un processus métier complexe justement. On va commencer par quelques introductions. Donc tout d'abord, le monde dans lequel on évolue change rapidement, ça vous le savez bien. Aujourd'hui, le logiciel est vraiment aux commandes de notre monde. Si je prends juste l'exemple d'une voiture, typiquement, il y a quelques années encore, quelques dizaines d'années en arrière, il s'agissait juste d'avoir une action mécanique sur la pédale de frein pour effectuer un freinage. Aujourd'hui, on va envoyer une information à un ordinateur qui va ensuite demander à la voiture de s'arrêter. Donc ça, c'est juste un exemple parmi des dizaines de milliers et des millions d'autres. On vit vraiment dans un monde où le logiciel est maître. Ensuite, on constate aussi, et ça avec la pandémie qu'on a traversée, qui est toujours là d'ailleurs, la révolution digitale s'accélère. Évidemment, ici on est sur un salon du digital, le e-commerce a enregistré vraiment des records absolus pendant la pandémie. Et ça a pour impact vraiment de digitaliser au maximum et d'accélérer la digitalisation de tous les business. Aujourd'hui, on parle vraiment de révolution et tous les business deviennent des business digitaux. Et ceux qui ne sont pas digitalisés aujourd'hui sont dans la peine et doivent au plus vite le faire. Donc là, il y a eu un impact. Là, on va regarder au niveau plutôt système d'information et le logiciel par rapport aux méthodes de développement. Donc il y a eu un essor important des méthodes agiles, des mouvements DevOps. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est par rapport à la rapidité d'exécution et de livraison des logiciels. Par rapport au cycle en V ou aux méthodes traditionnelles, aujourd'hui il y a un essor important des approches agiles qui constituent finalement à livrer de plus petites quantités beaucoup plus souvent qu'avant par rapport à des méthodes de développement traditionnelles où on a de longues itérations avec des risques importants associés et à la fin finalement on peut se retrouver avec des innovations qui mettent du temps à arriver sur le marché et ça peut avoir des impacts assez forts. Donc aujourd'hui, par rapport à cette accélération, le DevOps et les méthodes agiles prennent de plus en plus d'ampleur, pas forcément que au niveau des applications front, e-commerce, mais également au niveau des couches plus basses, des back-end, des types SAP, logiciels CRM, qui ne sont pas forcément en relation directe avec vos clients. Dernier point, bon, là c'est l'adoption massive du cloud et des applications en SaaS, Software as a Service, qui permettent également d'apporter et de répondre à ce besoin d'accélération. Si on se penche maintenant vis-à-vis du direction informatique, du CIO, on constate qu'il y a trois finalement objectifs que l'on rencontre dans tous les secteurs d'activité. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de constant. D'une part, il y a la vitesse qui revient. On veut vraiment pouvoir innover encore plus vite, de plus en plus vite. Moi, je rencontre souvent des CIO qui me disent qu'il va aller 10 fois, 100 fois plus vite qu'avant. Donc ça implique qu'il faut revoir complètement ses méthodes de travail, les méthodes de développement, mais également la façon dont on livre la qualité logicielle. Sinon, on va livrer beaucoup plus vite des logiciels de mauvaise qualité. Ça, c'est catastrophique pour le business. Ensuite, il y a une notion vraiment de maîtrise des risques associés. Et ça, c'est un point hyper important. On veut vraiment réduire le risque. Et là, on peut vraiment atteindre plus de 90% ou 90% de maîtrise du risque qui est induit par cette accélération sur le marché. Et le dernier point, c'est la réduction des coûts. On veut livrer plus vite, certes, on veut accélérer les cadences, innover, donc tester plus, tester mieux,
tout en réduisant les coûts de cette partie-là, ou en tout cas en les maîtrisant de manière à pouvoir libérer du budget pour l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, le machine learning et la digitalisation des business. Alors, si on regarde l'obstacle numéro 1 à la rapidité et à l'agilité, qu'est-ce qui ralentit l'innovation logicielle aujourd'hui? Alors ça, c'est une source GitLab, qui est un éditeur très connu, date de 2020, une étude auprès de développeurs. Alors, c'est pas forcément la revue de code, le développement ou le planning, ces phases-là, mais on est vraiment sur le test. Pourquoi? Parce qu'on livre beaucoup plus vite. Le test devient vraiment un élément qui peut bloquer les livraisons et l'accélération du business, parce que c'est une phase qui prend du temps. Si elle n'est pas automatisée, ça va vraiment bloquer les mises en production. Pire, si on met en production sans avoir testé correctement ou automatisé, on va se retrouver avec des bugs en production qui sont catastrophiques. Alors, pourquoi le test est l'obstacle numéro 1? Et quels sont les principaux défis à atteindre pour atteindre des niveaux d'industrialisation et d'automatisation importants? Premièrement, comme je l'ai dit déjà, il y a une haute fréquence des évolutions. Aujourd'hui, des évolutions applicatives. Aujourd'hui, sur des applications front, e-commerce, on peut avoir plusieurs mises en production par jour, jusqu'à par minute. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur les ERP, on était traditionnellement sur des mises à jour trimestrielles, annuelles, mais là encore, les rythmes s'accélèrent. Donc à la fois sur les applications front, qui sont directement connectées à vos clients, mais aux applications back, on constate une accélération des évolutions et des nouvelles fonctionnalités. Autre problème du test, c'est les environnements de test. Les environnements de test doivent être disponibles, doivent être aussi rafraîchis. On doit avoir des environnements de test en tout temps disponibles, surtout quand on veut faire du test en continu. Et là, ça peut être aussi un problème. On rencontre souvent des problématiques on n'a pas les environnements, où les données sont obsolètes, ou les environnements sont obsolètes par rapport aux environnements de production. Pour avoir des tests cohérents et pertinents, il faut avoir des tests alignés. Ensuite, un point important, c'est le manque de ressources. La ressource testeur est une ressource rare. Il ne faut pas confondre le testeur professionnel avec un expert métier ou un key user. Une des problématiques aujourd'hui, c'est que ce sont les key users qui font les tests également. Alors que c'est un métier quand même assez technique, surtout quand on automatise. Et si on automatise sur des technologies qui requièrent des compétences de développeurs, on peut être confronté à des problématiques de compétences. L'avant-dernier point, c'est la gouvernance et les méthodes pas forcément adaptées. Gouvernance, c'est quoi? C'est-à-dire comment je suis structuré? Est-ce que mon CIO justement me donne les moyens, les budgets, les organisations pour tester correctement? Et c'est pas toujours le cas. On constate des maturités assez différentes, très différentes, dans des mêmes secteurs d'activité d'ailleurs, ou dans des organisations de taille similaire, où l'assurance qualité, ou autrement dit la QA, n'est pas considérée du tout de la même manière. Et puis, aujourd'hui, pour industrialiser les tests, pour automatiser, on ne peut plus se permettre de tester uniquement manuellement. Les développements vont trop vite et il faut absolument automatiser. Et vous le verrez que les niveaux d'automatisation actuellement sont extrêmement faibles par rapport à ce que peuvent nous donner les technologies actuelles et surtout par rapport aux besoins d'innovation et les objectifs du CIO qu'on a listés tout à l'heure. Voilà quelques éléments pour le test en continu. C'est vraiment aujourd'hui un must vraiment pour réussir sa transformation digitale. Vous voyez, dans la partie DevOps, dans la boucle infinie, vous avez une partie continuous testing. C'est un impondérable. Si on ne teste pas, ça ne va pas aller. D'ailleurs, cette quote de Gartner est intéressante. Les tests doivent être faits plus souvent sur des applications toujours plus complexes, des écosystèmes toujours plus interconnectés les uns avec les autres et à l'échelle. Et sans automatisation, ce n'est pas possible. Là, j'ai pris un exemple sur un ERP bien connu, en Suisse, SAP, mais ça concerne aussi d'autres types de ERP, d'accord? Il n'y a pas vraiment de... C'est plutôt la nature de la technologie. Donc là, on est sur SAP. On constate que 90% des tests SAP sont encore réalisés à la main par des key users et par des experts métiers. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a des releases et des mises en production, on prend les gens du métier, les responsables de domaine, et on leur demande de faire des UAT qui sont chronophages, qui sont pas forcément hyper sexy pour ces personnes du métier, et surtout les gens du métier ne font pas leur travail. Donc c'est des ressources précieuses dans l'entreprise
et elles seraient mieux à rester dans leur activité, à faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc non seulement quand on fait 90% de tests manuels, on n'est pas efficace, on ne peut pas assurer les cadences, y compris mises en, je dirais, en évidence et exigées par les éditeurs actuellement, et on se rencontre avec vraiment des efforts importants à réaliser, et également une maîtrise du risque, un niveau de risque couvert qui est très faible par rapport à ce qu'on devrait atteindre. Je pense que aussi, et dans la partie, dans le test, dans l'assurance qualité, c'est important de réfléchir en maîtrise de quelle est ma couverture risque et pas forcément quelle est ma couverture fonctionnelle. On peut très bien couvrir l'intégralité de son périmètre applicatif, s'il est peu ou pas exploité, ça fait pas de sens. Donc aussi, ce qu'on constate, c'est que de facto, puisqu'on a des tests effectués massivement à la main, on a des phases, ce qu'on appelle d'hypercare sur le monde SAP, dans les ERP en général, l'écosystème, qui sont très lents. Ben, c'est quand même lent, c'est pénible et ça coûte très cher. Et vu qu'on a une accélération des releases, ça commence à être très coûteux pour les entreprises. Et c'est aussi embêtant pour les ressources. Ça coûte en ressources, en opportunités et aussi en interruption du business. Si les tests sont mal faits, on met en production, on peut avoir ce qu'on appelle des downtime ou des choses comme ça qui peuvent pénaliser fortement les activités. Alors pourquoi le taux d'automatisation est aussi bas? On l'a déjà vu un petit peu, mais il y a une marge de progression très très importante. On est à 90% manuel sur les ERP, évidemment sur les applications front, e-commerce, applications web ou autres, on est plutôt sur des tendances plus élevées, mais en moyenne, le taux d'automatisation des tests est de l'ordre de 20%. Donc, on a des parcours clients de plus en plus complexes, avec de nombreuses applications connectées. Et vous le verrez au travers de la démo, je vous ai préparé quelque chose qui va partir d'une solution e-commerce, un site web, puis on va aller dans le CRM, puis dans le ERP, puis on va devoir valider des PDF. Le but pour nos clients et pour vous, c'est vraiment de pouvoir tester l'intégralité du processus métier, pour avoir vraiment une vision complète de est-ce que oui ou non, j'apporte une expertise à mes clients qui est la plus parfaite possible. Les solutions d'automatisation actuelles qu'on constate chez nos clients sont généralement trop techniques et elles ne permettent pas d'interagir avec l'intégralité du périmètre applicatif. Par exemple, une solution peut être superbe pour un site web, mais elle va avoir beaucoup de difficultés à interagir avec des solutions SAP, des solutions desktop ou des solutions même mainframe. Donc ça, c'est un point important. Si on veut faire du test de bout en bout, il faut avoir une solution d'automatisation robuste. Les environnements de test, on a dit, ils ne sont pas disponibles. Donc là, on a clairement des problématiques d'obsolescence. C'est impossible de faire des tests de bout en bout automatisés s'ils ne donnent pas des tests ou des solutions permettant d'avoir des environnements et des données de test à jour, rafraîchis. Parce que les tests vont être tout le temps en erreur et ça va vraiment créer beaucoup de temps d'analyse. La maintenance des cas de test est difficile. Sur les solutions actuelles, c'est rare parce que la maintenance, vu qu'on doit la faire de plus en plus souvent, aujourd'hui on est basé sur des technologies souvent qui sont avec des scripts, et les scripts sont très durs à maintenir. Ou pire, des technologies que vous connaissez peut-être, de record, replay, vous permettent de capturer un scénario métier. Le problème, c'est quand vous avez des évolutions qui arrivent de plus en plus fréquemment, notamment sur les applications front, et ben ce record replay, il est tout de suite obsolète, il faut le refaire en intégralité. Vous verrez au travers de la démo qu'on a une solution qui permet de segmenter, de créer des briques qui permettent de capturer ces informations et donc de maintenir uniquement à ce niveau-là. Et puis, on l'a dit aussi, il y a un manque de compétences techniques en interne. Oui, parce que si c'est une technologie à script, eh bien, finalement, on va devoir avoir des testeurs qui sont des développeurs, alors que c'est une ressource rare et qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des développeurs pour des activités de test fonctionnelles avec des technologies modernes. Alors, pourquoi aujourd'hui il faut vraiment automatiser les tests de bout en bout? Parce qu'on l'a dit, il y a des parcours clients complexes. Parce que les tests doivent répliquer parfaitement vos parcours clients. Parce que justement, vous avez un grand nombre d'applications et qu'un processus métier dans son intégralité, souvent peut avoir 10, 20, même jusqu'à 30 applicatifs, des IHM, des API, des web services interconnectés. Si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout du processus, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, on a une accélération des releases, on l'a dit. Beaucoup plus souvent, on doit tester, y compris sur les applications front et les applications back-end. Et puis, aujourd'hui, on a les technologies disponibles, donc pourquoi ne pas automatiser des tâches répétitives et libérer des ressources précieuses pour innover davantage.
parce que c'est ce dont il s'agit, hein, sur des tests notamment de non-régression ou de régression en anglais. On effectue des tâches répétitives manuellement, ça apporte peu de valeur ajoutée et aujourd'hui on peut les automatiser. Et on a vu qu'on doit les automatiser pour réussir sa transformation digitale. Donc, l'idée, c'est au niveau de nos recommandations, c'est aussi d'avoir une démarche d'amélioration continue dans la façon dont on gère la qualité logicielle et les processus de bout en bout. Donc on veut tester mieux avec une couverture de risque optimale et au final une meilleure expérience client. Alors là vous voyez cette chaîne d'amélioration continue, donc si on regarde tout en haut, bah déjà ce qui est important c'est d'identifier les processus métiers critiques. E to E c'est end-to-end, hein, pour les tests de bout en bout c'est plus court, et d'identifier les processus critiques avec les experts métiers. Typiquement, on a un responsable de domaine fonctionnel, responsable e-commerce, programme manager, et eux vont nous donner les processus qui doivent être mis en œuvre dans la qualité. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est capturer les scénarios métiers à automatiser. Là, c'est pas toujours simple. Des fois, on a des experts métiers qui doivent finalement décrire dans des documents Word. Pas toujours simple à comprendre par les équipes d'assurance qualité. Donc là, on verra qu'on a des solutions intéressantes pour donner la main aux experts métiers pour capturer ces scénarios qui doivent être derrière automatisés par les équipes d'automaticiens. Donc ensuite, on va vraiment automatiser les tests de bout en bout en ciblant une réutilisation maximale. Pourquoi c'est important? Parce que, à la différence des technologies que j'ai décrites tout à l'heure, record, replay, chaque scénario égale un scénario qui est enregistré et qui est rejoué. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'aller vers une industrialisation. On veut avoir un maximum de réutilisation. Typiquement, une page de login sur un site e-commerce, elle va être utilisée un grand nombre de fois sur des scénarios différents, avec des populations différentes. Donc ça, c'est important quand on automatise d'avoir toujours la finalité en tête pour pouvoir automatiser un maximum. Donc on va exécuter nos tests en continu. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas d'exécuter ces batteries de tests de non-régression une fois de temps en temps. C'est important, même si on ne peut pas faire du continu, mais au moins d'avoir une cadence d'exécution, soit qui est mise chaque jour. L'idéal, c'est d'intégrer vraiment les solutions dans une chaîne outillée, DevOps, avec des solutions type Jenkins, GitLab. Et puis à la fin, on va pouvoir vraiment exploiter ces résultats, maintenir ces cas de test. Et quand on maintient ces cas de test, on va refaire la boucle et on va revalider aussi avec le métier qu'on est toujours aligné, que les processus critiques, est-ce qu'on doit les enrichir, en enlever ou ainsi de suite. Donc vraiment, j'insiste, il faut accélérer les cadences, optimiser les périmètres de tests en réduisant les tests redondants, non pertinents, automatiser vos tests critiques pour le business, qui correspondent à des processus récurrents et importants pour l'activité. Au niveau de la maîtrise des risques, eh ben, on veut comprendre quels changements peuvent impacter le business. Et il faut vraiment tester ces changements, enrichir ces patrimoines de non-régression et prioriser les tests en fonction non pas de la couverture fonctionnelle, mais en fonction de la criticité pour votre activité. Ça, c'est très important et c'est très rarement réalisé dans les entreprises. On parle souvent de couverture fonctionnelle, mais pas trop de couverture de risque. Et puis évidemment, on veut réduire les coûts. Donc l'automatisation permet évidemment de libérer des coûts humains, des key users, des experts métiers. Et on veut également, ça c'est très important, prévenir des risques et des interruptions business ou des bugs qui se retrouveraient en production et qui pourraient avoir des impacts très négatifs pour l'image de marque, le chiffre d'affaires, voire encore plus grave dans certains cas. Les 3 facteurs clés de succès pour votre qualité logicielle, c'est d'une part d'agir sur l'organisation, éliminer vos silos, favoriser la collaboration également entre les développeurs et les testeurs, vraiment impliquer vos équipes QA le plus tôt possible. On parle aussi de shift left. Shift left dans le cycle de développement, c'est tester le plus tôt possible pour détecter les bugs le plus tôt possible. Les méthodologies, bah là je vous redis, c'est pour aller plus tôt, tester et découvrir les bugs quand ils sont encore faciles à détecter et moins coûteux à régler. Et au niveau de la technologie, bah, c'est important d'employer des technologies qui correspondent à vos objectifs, à votre écosystème applicatif. Est-ce que vous avez que du web? Est-ce que vous avez des systèmes complexes qui correspondent à ça? Et aussi aux compétences que vous auriez disponibles dans votre entreprise. Donc là, typiquement, un exemple SAP, donc c'est important de tester ce qu'on doit tester. Ce qui doit être testé et pas tout tester. Sur la partie de gauche, vous avez ici un certain nombre de transactions SAP, voilà, qui sont dans un périmètre de mise à jour. Au milieu, vous avez ce qui est impacté. Aujourd'hui, les solutions permettent de limiter son périmètre et ceux qu'on doit tester aux éléments qui sont les plus à risque.
Ça a un impact très intéressant. Ça va vous permettre que vous testiez manuellement ou automatiquement. Ça vous permet de réduire l'effort de test. Donc personnellement, je préfère solliciter des gens 15% du temps si ce sont des experts métiers, même sur des tests manuels, plutôt que de tout tester parce que j'ai pas de visu sur les éléments qui sont les plus à risque chez moi. Donc la solution que vous allez voir, elle permet vraiment d'interagir. Hein. C'est un automate qui est capable d'interagir avec toutes ces technologies. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé encore mieux sur le marché. On est à plus de 160 technologies. Alors, que ce soit des applications web, des applications mobiles, natives, SAP, Salesforce, ServiceNow. Salesforce, c'est pas toujours simple à automatiser. Et ça, c'est vraiment la richesse de la solution que je vais vous montrer tout de suite. Donc, il s'agit de notre solution Tricentis Tosca. Et je vais démarrer la démonstration tout de suite. Ok, donc là, on se trouve c'est un client Windows. Donc là, on se positionne en qualité on est testeur, on est automaticien. Donc ça, je l'installe sur ma machine. Vous voyez tout de suite qu'il y a plusieurs couleurs. Donc là, on est sur la section bleue, c'est la section cas de test. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir décrire un scénario qui soit compréhensible également par quelqu'un qui soit, par exemple, fonctionnel, non développeur. Il y a quand même une grosse différence par rapport à un script dans différentes technologies. Vraiment, là, c'est vraiment l'objectif, c'est ça parlant. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va dérouler un cas de test de bout en bout. Vous voyez, on va préparer des données, on va créer une commande dans une application web, puis on va aller sur un format PDF, on va créer notre client sur Salesforce, on va envoyer un email de notification, on peut vérifier des traitements sur des applications mainframe, ZOS typiquement, on va tester les services, donc là c'est pas très visuel, c'est des API, donc voilà, c'est pas visible, et on va tester la facturation. Donc là on va exécuter un cas de test, donc là ça va être l'automate qui va prendre la main. Donc si certains d'entre vous connaissent l'automatisation, ça va vous parler. Donc là on ouvre l'application sur un site internet. Là Tosca va renseigner des valeurs. C'est le robot qui fonctionne sur là une IHM. D'accord. Il va valider, rentrer des saisies, cliquer sur des boutons, voilà, envoyer sa demande, créer un numéro de commande. On va garder ce numéro en mémoire, pardon. Et après, là maintenant, lui, il fait des tâches de fond là pour des API. Maintenant, il ouvre Salesforce, donc il va se loguer comme un utilisateur classique. Et puis, on va lui demander de renseigner des éléments sur notre client. Donc là, vraiment, il n'y a pas d'interruption. On navigue d'une application à l'autre sur un même scénario. Ça, c'est assez intéressant. Donc là, on va rentrer des informations, pareil, hein, c'est un peu toujours la même chose. Hein. L'automate va répliquer ce que ferait un testeur manuel, avec beaucoup plus de précision, moins d'erreurs et beaucoup plus vite. Alors évidemment, là, on peut faire ça beaucoup plus vite aussi quand on tourne ça. Là, pour la démo, on est sur une IHM, donc il faut naviguer avec son IHM. Donc des fois, les temps de réponse sont un peu dépendants de l'application en elle-même. Là, Tosca a fini dans Salesforce. Il est en train d'ouvrir SAP. On va être sur la partie SAP WinGUI. Donc ça fonctionne très bien aussi sur la partie Fiori, évidemment. Là, c'est la partie WinGUI parce que c'est intéressant qu'on montre ça parce que c'est pas forcément du web. Et c'est important de montrer la capacité de l'outil à interagir comme ça. En bas, vous avez la barre de progression de l'automate. Donc là, même chose. On va lui demander de rentrer des informations. On récupère aussi les numéros de code qu'on a pris dans Salesforce. Et puis on va dérouler notre scénario. Donc on va vraiment intégrer, rentrer des numéros de transaction, naviguer dans les écrans SAP. Toujours dans une optique de pouvoir avoir une... voilà, là on est sur justement du Z, enfin du partie vraiment un peu legacy. Donc là il continue toujours son processus. Accélère un petit peu parce que on va l'aider, notre robot. Donc là j'accélère un petit peu sur le process. Et là à la fin on va pouvoir générer, là c'est une fiche Excel typiquement, mais on est aussi capable de vérifier des PDF ou des fichiers Excel ou même des comparaisons de bases de données avec des très gros volumes d'informations. Voilà, donc là il m'a généré le fichier Excel et après Tosca
va directement arrêter son processus, fermer les applications et nous restituer les résultats d'exécution que vous avez ici sur la gauche. Et donc vous voyez toutes les étapes qui ont été réalisées par le robot. Et là, il n'y a pas eu forcément de bug, mais quand il y a un bug, vous verrez qu'il y a une copie d'écran et on peut faire des liens directement avec les outils de bug tracker que les équipes de dev utilisent. Donc là, Tosca est capable typiquement de préparer des données de test directement. On peut lui demander de générer 100 utilisateurs, 1000 utilisateurs. On peut lui demander aussi de prendre des données de production, de les anonymiser. Donc on gagne aussi beaucoup de temps à la préparation des données, qui est une partie chronophage des tests. Là, on a aussi sélectionné dans le cas de test des données de véhicules. Là, on est capable d'avoir des interactions sur des dates, mettre des dates dans le futur, pour jamais être à défaut. Vu qu'on veut automatiser ces tests de manière continue, on veut vraiment lui dire, bah, tu prends une date 2 mois dans le futur, et ce sera une date variable, qui va s'adapter au fur et à mesure du temps. Là, il y a un certain nombre d'actions, on peut faire des vérifications. J'ai dit tout à l'heure, on peut bufferiser des valeurs pour les conserver dans des processus, des cas de tests de bout en bout. Voilà. Et on peut aussi gérer des API. Donc là, j'envoie une requête, j'attends une réponse. Ça, c'est très important. Et pour couronner le tout, je dirais, Tosca est capable également de virtualiser des environnements. Autrement dit, on peut bouchonner, un peu technique peut-être, mais si les environnements, je disais tout à l'heure, c'est une des problématiques des tests, les environnements ne sont pas disponibles, eh bien, on peut tout à fait virtualiser des environnements pour pouvoir exécuter ce scénario. Comme ça, on s'enlève cette problématique des environnements à jour, et on peut quand même exécuter son scénario de bout en bout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comment faire pour tester. Là, on va créer ensemble un module. Donc là, typiquement, le module, il faut voir ça comme une brique de Lego. Et cette brique, elle va comprendre ça va comprendre les informations techniques. Donc là, on va choisir le moteur que Tosca va utiliser. On a différents types de moteurs de scan en fonction des applications qui sont concernées. Là, on va sélectionner typiquement l'application web, l'application classique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on n'est pas sur du script, on est sur une capture des éléments à l'écran. Donc c'est pas du record, hein, c'est une technologie beaucoup plus avancée. Et là, vous voyez, il a scanné une application, et là, on voit à l'écran tous les éléments qui composent cette page. Donc on va pouvoir, l'objectif c'est aussi donc là on peut faire du select on screen, on va sélectionner les éléments directement à l'écran de l'application, les éléments qu'on veut automatiser. On peut le faire aussi par d'autres biais, mais là c'est assez simple, on peut cliquer et aller voir à l'écran. On peut renommer les champs que Tosca a directement capturés. Il est capable de capturer les Dropbox, les boutons, tout type d'éléments qui sont à l'écran. Un point très important, c'est également de s'assurer de la robustesse de vos modules. Les modules, c'est l'ossature de votre stratégie de test derrière, et c'est ces éléments-là qu'on va maintenir. Donc là, vous voyez qu'il a capturé les éléments. Et ce module, lui, c'est à ce niveau-là qu'on va faire la maintenance. Il prend un print screen de l'écran qu'on a fait. Donc ça, c'est important. En termes de maintenabilité, justement, là, on va effectuer un rescan. Dans ce cas précis, on a volontairement oublié un bouton, le bouton Next. Et c'est la même chose si votre application évolue. Vous rajoutez un bouton, vous effectuez uniquement un rescan d'un module qui est existant, d'accord? Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Votre module, qui peut être utilisé des milliers de fois dans vos patrimoines de test, et ben vous le maintenez uniquement à Sandra, une seule fois, sur la partie module. Et hop, c'est réglé, ça va mettre à jour tous vos autres scénarios qui utilisent cette brique de Lego ou ce module en question. Donc après, on peut lui donner une valeur. Ce que je veux voir aussi avec vous, et après ce module, on peut le réutiliser pour créer dans la section bleue là les cas de test. Je vais avancer un petit peu. Donc là, on rentre des informations. Pour le moment, vous voyez qu'on rentre des informations manuellement, c'est pas très industrialisable. Et là, c'est un nouveau moteur que je vais vous montrer. C'est un moteur qui, là, on est sur un PowerPoint. On n'a même pas une application. C'est un nouveau moteur qui s'appelle Vision AI chez Tricentis, et qui permet de scanner directement au moment où vous êtes en train de faire des maquettes avec les responsables de design. Donc on n'a pas besoin de l'application. Le scanner, c'est un moteur qui permet d'interagir avec des éléments inactifs comme celui-ci. Là, vous voyez, on peut avoir des maquettes. Là, c'est un PowerPoint qui ressemble un peu à mon application future. L'objectif, c'est de quoi? C'est de faire du shift left, hein, toujours pareil, de tester le plus tôt possible dans la chaîne de développement. Là, on est même en phase de design. Et l'automate, là, il arrive à reconnaître que une partie, c'est un Dropbox, voilà.
Là, on va le faire tout de suite. Et on n'est même pas sur une application, d'accord? Ça c'est important de préciser, on est sur un document. Et là on va pouvoir sélectionner encore une fois les éléments sur l'écran, donc sur son PowerPoint directement. Et là Tosca est capable, avec ce moteur d'intelligence artificielle, de reconnaître qu'on a des menus déroulants, qu'on a des champs de saisie obligatoires. Et même chose, il va être capable lui derrière de les reconnaître de façon unique. Et derrière, si votre application future, elle ressemble à ça, eh ben, vous n'allez même pas avoir besoin de faire de la maintenance. Autre vertu de ce nouveau moteur, c'est les capacités d'auto-guérison. On a vu tout à l'heure qu'il fallait faire un rescan quand l'application évolue. Là, si on a des changements mineurs, par exemple un bouton qui change de place sur votre écran ou quelque chose qui est vraiment une évolution mineure, votre module va se maintenir automatiquement. Donc c'est aussi là un gain de temps important dans les phases de maintenance de votre test. Là, sur la partie droite, vous voyez qu'il y a plein d'éléments qui permettent d'aller plus loin dans le détail pour identifier de façon unique ces modules. Pourquoi c'est important de les identifier de façon unique? Ça vous donne de la robustesse dans vos tests. Donc voilà, là c'était pour la partie maintenance. Là, ce que je voulais vous donner comme idée, c'est comment faire pour que vos utilisateurs, évidemment les key users ou les experts métiers, moi je me voyais mal leur donner cette application que vous venez de voir. Même si c'est pas pour les développeurs, il faut quand même une appétence technique. Alors que mes key users, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils puissent faire leur métier correctement et en revanche capturer le scénario. J'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation. Avec ce petit utilitaire là, qui nécessite, je dirais, un tutoriel de 30 secondes, on donne cet utilitaire à l'expert métier. Et là, donc là, ça marche pour le moment sur SAP et toutes les applications web. On va demander à l'expert métier de faire son travail. Il déroule une transaction normale, donc c'est quand même un peu plus intéressant que de faire, je dirais, de décrire son processus sur un document Word, Excel ou encore un cahier de recettes qui est un peu ennuyeux. Là, il va faire sa capture sur son application dont il a l'habitude. Et là, vous voyez que automatiquement, avec cet utilitaire, ça va nous capturer les modules. Ça va pré-capturer les éléments, les petites briques dont j'ai parlé tout à l'heure, dans l'objectif que derrière, l'équipe d'automaticien récupère ce qui a été capté par l'expert métier, puisse valider que ça correspond bien à un scénario attendu, et quelque chose, un cas de test qui soit facilement maintenable, suffisamment robuste. Et voilà. Et l'expert métier, lui, il fait ça. Et une fois qu'il a terminé, donc il peut exécuter son scénario, voilà, il peut continuer, faire un certain nombre d'éléments. Et après, il a terminé. Donc lui, il a fini sa partie. Maintenant, ça va être, toutes ces étapes-là vont être récupérées par l'équipe QA en centrale ou l'équipe de testeurs. Et eux vont s'assurer que dans Tosca, on peut mettre aussi un commentaire, ouais, parce que peut-être qu'il y a des éléments particuliers, des points d'attention particuliers pour le testeur. Ça, c'est quand même assez bien fait. Une autre variante à cet outil de recording, c'est ce qu'on appelle le test exploratoire. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intelligent et c'est issu des pratiques de lean manufacturing. Le lean testing s'apparente à ça également. C'est-à-dire qu'on va donner un outil d'exploratory, de test exploratoire à ses key users. Ça va être la même chose que ça. Ils vont faire leur scénario. Et là, on va avoir pour les testeurs, non pas des modules pré-réalisés, mais toute la sélection et l'enchaînement des étapes qui sont réalisées par les key users. Alors, option 1, vous avez cette partie-là où les modules sont pré-enregistrés par le key user directement. L'autre solution, c'est d'avoir un scénario de test exploratoire que je peux donner à l'équipe automatisée. Et là, vous voyez qu'on retrouve ce qui a été capté par le key user au niveau de la section Tosca. Donc là, on est déjà au niveau de l'équipe automatisée. Maintenant, ce que je veux voir avec vous, une force très intéressante de Tosca. Vous savez bien qu'un cas de test, un scénario ou un parcours client typique, on doit le variabiliser parce que des fois, on a des types de clients différents, des géographies différentes, et ça s'appelle la variabilisation des jeux de données. Donc ça, c'est assez complexe en général. Il faut maintenir ces jeux de données. On n'a pas forcément des jeux de données à jour. Et là, ce qu'il faut faire... Donc avant de faire ça, il faut que mon cas de test, mon scénario, je puisse le transférer on dirait en template. Ça pourra créer un template. Et lui, ce template, ça va être mon ossature de test que je vais alimenter avec des jeux de données. Un jeu de données, ça peut être un type de test à exécuter ou un type de population. Ça gère dans la section rouge dans Tosca. Là, vous pouvez imaginer que c'est une fiche Excel, une feuille Excel améliorée. Vous pouvez soit télécharger vos fiches Excel directement à ce niveau-là,
soit Tosca peut les générer pour vous directement. Et là, on peut lui demander de faire les combinatoires directement. Soit je prends toutes les combinaisons, donc ça fait un grand nombre, c'est pas toujours pertinent. Soit on peut lui demander de prendre le minimum de combinaisons possible pour avoir le maximum de couverture risque. Donc là, on va lui demander, et automatiquement, là, il va nous sortir un certain nombre de cas de tests. Donc, je reprends, j'ai un scénario, plutôt que d'exécuter à chaque fois X ou N scénarios, j'ai mon scénario, j'ai mon ossature. Je vais lui assortir cette feuille de test, ce template, et là automatiquement on va avoir, là je crois dans ce cas c'est 12 scénarios de test qui vont être automatiquement créés. Moi j'ai des clients qui ont créé sur des processus type Ariba, un scénario et le lendemain ils avaient 504 tests automatisés. Juste en variabilisant, en ayant des jeux de données différents. Donc en termes de quick win, vraiment de valeur ajoutée, c'est assez puissant et ça permet de gagner un temps fou. Voilà, donc là, après, on va lancer ça, on va exécuter les tests. Bien sûr, comme j'ai dit, l'objectif c'est d'exécuter ces listes d'exécution. On peut les paralléliser, vous pouvez les exécuter la nuit, vous pouvez les exécuter à tout moment. L'idée, c'est soit vous les planifiez, et vous pouvez les exécuter aussi intégrés dans une chaîne outillée, dans une chaîne d'intégration continue. Comme ça, vous ne cassez pas la tête. On est vraiment dans du test en continu, à chaque build. Là, vous avez une vision des requirements à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va voir comment associer des exigences qu'on peut reprendre de Jira, parce que souvent nos clients utilisent Jira ou d'autres outils pour gérer les exigences ou les user stories des développeurs, et on va pouvoir les associer à des scénarios de test. Ce que vous voyez sur la partie droite, c'est la notion de gestion, quelle est la couverture risque, j'en ai parlé tout à l'heure, et là, on a une façon assez simple de procéder, c'est qu'on va prendre une classe de fréquence, une classe d'impact pour mon business, et je peux donner de la pondération à mes cas de tests. Comme je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir une vision pour l'activité et pour le CIO et pour la direction générale de quelle est ma couverture de risque. Donc là, c'est comme ça qu'on fait. S'il y a deux classes, c'est assez simple. Et là, on voit qu'il y a 98% de couverture risque, et donc c'est très bien, on peut donner ces indicateurs, comme ça on sait en tout temps où on en est dans notre couverture de risque associée. Les résultats, on peut les exploiter sur un référentiel de test. Là, c'est type Q-test. Je vais passer assez rapidement, mais en gros, Q-test, c'est la tour de contrôle du test. Juste avant, ce qu'on a vu, c'est l'automate qui est capable d'interagir avec toutes ces applications. Dans Q-test, on peut gérer ces campagnes de tests. Donc là, que ce soit des tests manuels, des tests automatiques, tout type de tests d'ailleurs, de tout type de projet, on est capable de le faire. Là, ce que je vais vous montrer, c'est la partie vraiment reporting. On a des reporting consolidés, dynamiques, qu'on peut partager via Confluence ou même Azure DevOps, on peut partager avec le management, qui vont nous donner des informations précieuses sur le taux d'exécution et tout un tas de choses. Alors, en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que pour réussir l'automatisation de vos tests de bout en bout, il faudrait, en tout cas des idées, identifier avec le métier les parcours clients end-to-end critiques, ça c'est fondamental, adopter une solution d'automatisation capable d'interagir avec l'intégralité de vos systèmes d'information, sinon on ne fera jamais du bout en bout sur l'intégralité de vos process, automatiser vos parcours critiques, pas forcément tous vos parcours, mais se concentrer sur les plus importants. Ensuite, exécuter un maximum de fois vos tests de non-régression qui sont très chronophages, si possible en continu dans votre chaîne outillée, avoir des environnements à jour et disponibles, ou à défaut, eh bien, virtualiser vos environnements, faire du bouchonnage applicatif, on est capable de le supporter très facilement. On veut évidemment casser les silos, intégrer la QA dans tous vos projets le plus tôt possible. Et évidemment, mettre en place une stratégie d'amélioration continue. Et vous, où en êtes-vous dans votre stratégie d'automatisation des tests? Je vous remercie de votre attention et je vais vous donner la parole si vous voulez pour quelques questions.